coup d'État en Afrique centrale, le cas du Gabon. Après le Gabon, à qui le tour? Je commence par le docteur-colonel Badjek. Docteur-colonel Badjek, première chose, analyse globale, selon vous, de ce coup de force militaire qui vient de se passer du côté du Gabon. Est-ce qu'on peut faire une analyse, sinon se poser des questions? Parce que déjà, il y a des coups d'État en chapelet, ça a commencé en Afrique de l'Ouest, il y a une large contamination, même si jamais certains pourraient parler de coïncidence. Il y a quand même des marqueurs qui restent constants, c'est-à-dire que ces coups d'État se produisent dans des pays où la situation en général est assez délicate, où il y a une jeunesse qui est en sérieuse difficulté, une réelle paupérisation de la société. Mais il y a l'autre marqueur également, est-ce que dans ces pays, il y a des armées en tant que telles qui n'ont pas encore effectué leur mue, c'est-à-dire leur réforme, des armées qui sont professionnelles et des armées qui sont nationales. Parce qu'on se rend compte que c'est toujours des petits coups d'amis, des coups tribaux, si l'on peut dire comme ça. Et on se pose donc beaucoup de questions pour le dernier coup d'État qui vient de se dérouler au Gabon, parce que on avait estimé que notre région était épargnée de ce genre de choses. Donc quelles sont les conséquences aujourd'hui? Qui est l'homme qui prend le pouvoir au Gabon? C'est un homme qui était en réalité, n'est-ce pas, de la suite de toute la grande famille, qui est le cousin de celui qui l'a déposé. Et quelles sont les conséquences si jamais les élections étaient restées comme telles, c'est-à-dire que proclamées au profit de Ali Bongo? Ça, c'est aussi des questions qu'il faut se poser pour se dire après que est-ce que ce n'était pas un mal pour un bien? Et lorsqu'on écoute un peu toutes ces diplomaties qui analysent ce coup d'État, c'est assez mitigé. Il n'y a pas de condamnation ferme. Certains disent que, on a exclu par exemple le Gabon de l'Union africaine. Vous avez quand même l'Union européenne qui dit que les conditions, n'est-ce pas, d'organisation de cette élection étaient discutables. Quand même, ce n'est pas le même cas. On fait des analogies. Bon, ça veut dire que même au niveau international, on se rend compte qu'on est dans une espèce de cécité ou alors d'obscurité où on ne peut même plus définir les éléments du système international qui est en parfaite déviance, qui un coup on les applique pour des pays qui n'ont pas de puissance, qui n'ont pas d'influence, et un autre coup on ne peut pas les appliquer normalement. Vous avez lu l'ouvrage de Soroya Sidani qui parle de la déviance du système international. Il est démontré, n'est-ce pas, que ce sont ces pays puissants, les plus puissants, qui n'observent même pas, n'est-ce pas, les engagements qu'ils ont pris vis-à-vis, n'est-ce pas, de la communauté internationale. Aujourd'hui, vous savez quelle est ma position sur le coup d'État militaire. Je trouve que c'est un moyen inapproprié, illégal, de prise de pouvoir, et que les militaires n'ont rien à voir. Et venant d'un militaire lui-même, on prend ça au sérieux. Et on prend ça au sérieux pour quelle raison? Parce qu'ils ne sont pas appelés, n'est-ce pas, à ce type de management, parce que diriger un État, pour moi, il s'agit de façon consensuelle. Le militaire est habitué à un management qui est pyramidal. À partir de ce moment, déjà, les missions qui lui sont réservées, qui sont des missions régaliennes, la défense du territoire et les différents problèmes qui existent, la défense, la protection des personnes et des biens, c'est déjà des missions qui sont extrêmement délicates et intenses pour que ceux-ci s'occupent aussi, n'est-ce pas, de la politique, dont ils ne sont pas les dépositaires à un moment donné, soit de l'éthique, pour dire que les choses marchent mal. Il faudrait que les sociétés civiles, n'est-ce pas, prennent leurs responsabilités. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas d'exception qui confirme la règle. On va voir par exemple Rally Jaring, qui a dirigé son pays, qui est reparti, qui s'est représenté et qui a remis le Ghana sur les rails. Mais d'une manière peut-être pas absolue, mais qui me semble être tout à fait normale, hein, et même peut-être objective. Les militaires n'ont rien à voir avec le pouvoir. Ils ont une mission qui est déjà suffisamment délicate pour qu'ils s'occupent d'autre chose. Merci, docteur colonel Badjek. Les militaires n'ont rien à voir avec le pouvoir. Je vais passer la parole au professeur Mathias Eric Owenangine. Mathias, certains analystes, certains observateurs politiques ont
eu à émettre un certain nombre de réserves concernant le coup d'État au Gabon. Beaucoup estiment que ce qui s'est passé au Gabon était trop beau pour être vrai. Première analyse, c'est un coup d'État. Deuxième analyse, selon ces observateurs-là, ils se disent qu'il y aurait, nous sommes au conditionnel, une sorte d'arrangement. On vous connaît comme étant un analyste extrêmement futé, sage et intelligent. Selon vous, qu'est-ce qui s'est passé au Gabon? Ce qui s'est passé au Gabon, c'est un coup d'État, mais un coup d'État d'un type particulier, parce qu'il ne suffit pas de constater que le coup d'État, c'est une prise de pouvoir qui rompt l'ordre légal. Le coup d'État rompt l'ordre légal et constitutionnel. Mais maintenant, les coups d'État sont divers. Ils sont inspirés par des motivations, des orientations, des situations et des événements très, très, très différents. Ce coup d'État de la République gabonaise me semble renvoyer essentiellement à une interception du processus électoral. Et une interception opportuniste. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, avant l'élection, une conjoncture de crise se construit déjà entre le pouvoir gabonais et son opposition. Et la conjoncture de crise monte en intensité parce que l'opposition, une grande partie de l'opposition, arrive à construire une coalition relativement forte. Et à partir de ce moment, on entre dans un processus qui était peut-être préparé sans que les centres du pouvoir le contrôlent. Eux-mêmes créent la tension en prenant des dispositions par rapport à l'élection qui peuvent en ajouter à la tension, notamment fermer l'ordre communicationnel du pays, ce qui crée donc une impression de crise maximale. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, lors de l'élection, le représentant de cette coalition électorale, le professeur Ondaos Albert, dit avoir gagné. Et il s'exprime le jour de l'élection avec une véhémence particulièrement forte et des propos qui m'ont intrigué. Et c'est là où j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Il dit, et il met en garde le président Ali Bongo Ondimba en lui disant que même la garde républicaine ne le suivra pas. On est là dans quelques jours de flottement, puis on annonce des résultats qui sont à l'encontre de ce que le leader d'opposition disait. Quelques minutes après, il y a coup d'État. Ça veut dire que nous sommes dans une révolution de palais. Ça veut dire que c'est un coup de contrôle. Pour éviter que tout le système s'effondre, on neutralise le leader. Et pourquoi on neutralise le leader? Parce que symboliquement, ce leader, depuis 2018, porte un élément qui, en termes d'image, fragilise le système. Vous savez que le pouvoir se joue sur des ressorts qui sont à la fois pratiques et symboliques. D'où la présentation d'un leader est très importante, surtout au niveau de la santé. C'est pour ça que quand un leader a par exemple une maladie très grave, et puis une maladie qui laisse des séquelles très importantes, il en est automatiquement fragilisé. Et cette rupture a enfanté un premier coup d'État en forme de farce, celui du lieutenant Don, qu'on a vu à peu près autour de 2019. Puis il y a donc ce deuxième mécanisme. Pourquoi il s'agit d'une révolution de palais? Les forces de défense et de sécurité sont à l'intérieur du système institutionnel. Ce sont des forces qui, assurant les missions régaliennes dont parlait le docteur-colonel Badjek, ont un certain nombre d'informations sur ce qui se passe dans le pays. Si donc des éléments importants de ce système viennent dire que le processus électoral a été biaisé, ça crée une rupture. Mais là, on comprend que la rupture n'est pas faite pour aller dans le sens de l'établissement d'un ordre républicain et d'un ordre démocratique, ce qui ne tire pas les conséquences logiques de la rupture qu'ils ont eux-mêmes affirmée. Si vous dites que l'élection a été tronquée,
Ça veut dire donc qu'on n'a pas donné le nom du vrai vainqueur, n'est-ce pas? Si on n'a donc pas donné le nom du vrai vainqueur, et que vous renversez le vainqueur proclamé, en disant que ce n'est pas le vrai vainqueur, ça veut dire que vous reconnaissez qu'il y a un autre vainqueur, n'est-ce pas? Mais si vous reconnaissez donc qu'il y a un autre vainqueur, la logique de restauration des institutions, la seule logique pertinente, c'est de dire on rétablit le sens véritable du processus électoral. Et on constate donc, puisque nous-mêmes, ce n'est pas quelqu'un d'autre, à ce moment-là, ce n'est pas l'opposition qui parle. Nous-mêmes, on a dit que c'était tronqué. On constate qu'il est le vrai vainqueur. Et on lui donne le pouvoir. Et on lui donne le pouvoir. C'est là où on reste donc dans une logique qui est une véritable logique de restauration. Mais vous ne pouvez pas dire qu'Ali Bongo n'a pas gagné. Et puis vous dites que vous restaurez les institutions en faisant un coup d'État. Ça veut dire que c'est un prétexte. Ah oui. Autre chose, le coup d'État a lieu à 4 heures du matin. À 8 heures, le leader s'exprime déjà dans un journal important d'un pays influent. Comment c'est possible? 4 heures, il y a coup d'État, et le même jour, à 8 heures, dans ce pays-là, on lit le leader. Ça veut dire que c'était une manœuvre préparée. Autre chose qui peut donc aller dans le sens de l'arrangement, et je finis là-dessus. Moi, j'ai vu la vidéo du président Bongo, où il dit de faire du bruit. Make noise. Il n'a pas l'air particulièrement paniqué. Il n'a pas l'air particulièrement déprimé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si on a mis en place une telle opération, il ne se sent pas radicalement menacé. Il est peut-être frustré de ne plus être au centre du jeu, d'avoir perdu la position, mais c'est qu'on a peut-être dû lui donner des garanties sur sa propre sécurité. Merci bien. Professeur Pascal Charlemagne Messanga Nyamding, je vous amène sur un autre terrain, mais vous êtes libre de revenir sur ce que les autres ont eu à dire. C'est le terrain de la France. Nous avons vu une France très forte au devant de la scène lorsqu'il y a eu ce genre d'exercice ailleurs. Nous prenons le dernier cas au Niger, où la France, de manière très claire, a demandé qu'on restaure l'ordre constitutionnel. Mais du côté du Gabon, on voit cette France pas du tout dynamique, légèrement timide. Elle est timide à la limite. Elle dit qu'elle observe avec grande attention ce qui se passe au Gabon. Elle observe déjà, mais au Niger, elle n'observait pas. Oui. Le regard du politologue. Oui, le regard du politologue, c'est pour des raisons d'intérêt. Il faut reconnaître que au Gabon, la France n'a pas été systématiquement rejetée. Et on a vu que l'enjeu au Gabon n'est pas le même qu'au Niger, où effectivement, il ne faut pas l'oublier, de terrain, 56 centrales nucléaires en France dépendent essentiellement de l'uranium du Niger. Et quand du jour au lendemain vous dites que vous mettez la France dehors, comme c'est le cas au Niger, eh bien, il faut s'attendre à une résistance, parce que en réalité, cette France que moi je dis toujours à tout le monde que j'aime, mais qui n'a rien compris de la diplomatie africaine et de la coopération franco-africaine, malheureusement, est en train de tomber. Alors, ramener sur 2 points essentiels qui me tiennent ici à cœur. Je partage l'essentiel de tout ce que mes prédécesseurs ont dit. D'ailleurs, quand on vient sur des plateaux de télévision, il faut toujours respecter leurs partenaires. Pour preuve, j'aime beaucoup écouter. Ici, on respecte ces autres compagnies. Oui, c'est important parce que c'est de mise. Parfois, il y a des plateaux orduriers. Vous en connaissez certains? Oui, écoutez, j'ai vu quelqu'un froisser le colonel Badjek. J'étais choqué. Ah bon? J'étais quelque part avec Pondi. Oui. Moi, je n'ai pas suivi cette actualité. Donc, ça n'engage que moi. Vous savez, j'ai mon franc-parler et mon style. Quelqu'un totalement ignorant de la géopolitique, des problèmes de sécurité et de tout, qui s'amuse à venir parler à un homme de terrain qui sait quand même comment fonctionnent certaines choses. Ou encore, lorsque M. Ounanguini, le recteur, mon estimé collègue,
parle, c'est quand même avec autorité. Il faut qu'on s'habitue aussi en Afrique à respecter les experts. Parce que ils ont choisi leur métier, mais qui laisse ceux qui ont choisi d'autres métiers, même si ce sont nos métiers qui nous amènent souvent à être sur scène, si leur métier ne leur amène pas à être sur scène, qu'ils ferment leur bouche. Et sur ce point donc, sur ce premier point, je voudrais quand même apporter une observation complémentaire pour dire que non, au Gabon, la situation est particulière. Je partage vraiment totalement l'un des déterminants que le colonel a évoqué. Celui de dire que, effectivement, l'arrivée du général Elie Nguema a protégé et sauvé le système. Vous savez, il y a des bons coups d'État. Ça ne vient pas de moi. Je vais avouer que j'emprunte ça à Dominique Bangoura, qui a écrit il y a une trentaine d'années un excellent livre sur les armées africaines. Et elle dit qu'il y a des bons coups d'État et il y a des mauvais coups d'État. Celui-ci, c'est un bon coup d'État. Bon, pourquoi c'est un bon coup d'État? C'est mon deuxième point, effectivement. Il faut comprendre que le général arrive et certains, et c'est là où j'apporte encore un complément, hein. C'est pas une contradiction par rapport à ce qu'a dit mon collègue le professeur Wonangini, que non, s'il y a un bon vainqueur ou un mauvais vainqueur, il faut qu'on redise qui est vainqueur. Tout non, à fait. Ce n'est pas ça, c'est là qu'il s'agit. Apparemment, là, c'est donc le clou de la situation. Le clou de la situation, parce que j'ai une modeste chance. Vous voyez, j'hésite un peu. Vous voyez, quand je parle, je réfléchis par deux fois. Mais je vais quand même vous avouer que je connais très bien l'actuel président qui a fait le coup d'État. Le général Nguema, qui est quelqu'un de 48 ans. Je suis un ami, bon, je ne sais pas s'il faut le dire, à Célestin Bongo. Je suis très proche de quelqu'un comme notre collègue et mon camarade de classe Guy Rosatanga, qui a été conseiller diplomatique. Rosatanga Regnault, qui est mon camarade de classe à la Sorbonne. Et depuis 4 ou 5 jours, je discute avec eux. Ils m'ont quand même révélé une réalité de terrain que beaucoup ne diffusent pas ici. Ils m'ont dit, lorsque le général dit qu'effectivement les élections ont été tronquées, il parle du code électoral. Alors mes estimés collègues, qui pour certains sont dans l'entourage actuel du général, ont dit que mais ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi beaucoup d'analystes se focalisent sur autre chose que sur ce qui est à l'origine de la crise. Ce n'est pas parce que forcément le professeur Ossa a gagné, encore qu'ils me disent qu'il a perdu. Même le général président ne dit pas que Ossa a gagné. Peut-être je suis le premier. Là, alors je trouve un problème, professeur. Je vous relance. Oui, mais écoutez-moi bien. Professeur, oui, allez-y. Maintenant, donc, le professeur Ondo n'a pas gagné. On prend cette alternative. Qui finalement a donc gagné? Il estime que, écoutez bien ce que je... Et là, je vous fais, à partir de mes collègues, des révélations de palais. Et vous vous souviendrez de ce que je déclare ici. Le général et les militaires disent que on ne pouvait pas changer le jeu électoral 2 ou 1 semaine avant. C'est un prétexte. Et il y a toujours des prétextes, mon colonel. Nous sommes des analystes. Hein. C'est pas le colonel. Tout ce que nous disons va toujours engendrer un peut-être. Mais permettez-moi aussi, en tant qu'analyste rigoureux, d'intégrer ça comme un élément qui a motivé le coup d'État. Ils estiment que ça en était trop et que, ayant modifié cela, mais prenez le code. Ou vous choisissez le président Bongo, ou vous choisissez un député. Moi, je me suis permis de demander à ces collègues qui sont au Gabon, mais qu'est-ce que vous voulez en fait dire? Ils m'ont dit que l'opposition, par exemple, n'avait pas l'ensemble des députés, ne présentait pas les députés dans toutes les circonscriptions. À partir de cette règle de jeu faussée, Bongo ne pouvait que gagner. Puisque, quand vous choisissez le député, vous choisissez Bongo. Mais il y a des circonscriptions, ils m'ont dit que ça allait jusqu'à 60% des circonscriptions. Ils ne pouvaient que gagner parce que l'opposition n'était pas dans toutes les circonscriptions. Donc, ils sont mal compris. Et je chute en vous faisant remarquer quelque chose d'important. Ils m'ont rappelé, et là je prends ça sur moi en tant qu'analyste, puisque vous avez voulu que je parle, et je On va suis chuter, professeur. 2009, l'armée a joué son rôle et a soutenu le régime.
Et je vous fais remarquer que le président Bongo a toujours connu une contestation électorale. Bien sûr. Et c'est cette armée et cette garde républicaine qui a bombardé le domicile de Mbaobam. L'armée est revenue à la rescousse en 2016. Et je chute, mon colonel, pour vous dire que, contrairement, juste le petit bémol, à votre très bonne analyse, et ce que vous pensez, moi je suis parmi les spécialistes et les analystes en sciences politiques, l'analyse de l'État qui pense qu'en réalité, l'armée a un rôle. Protéger les institutions. Et j'ai eu à le dire, parce que, prenez mon ouvrage encore Paul Biya, l'État et le RDPC. Je cite le général Semengue concernant le coup d'État d'avril 84. Je cite le général Danso, paix à son âme, et je cite le général Asso, et je cite Tato James. Le seul vivant, c'est Semengue. Je leur ai dit, mais qu'est-ce qui vous a motivé en 1984? Moi, je le dis. Ils me disent que si un seul instant, en 92, la Cour suprême avait proclamé, en relation avec 84, avait proclamé Fundi vainqueur, on aurait défendu Fundi. Et ils sont allés plus loin. Ils m'ont dit, en 84, on avait un président élu qui avait toute sa légitimité. Donc il faut comprendre que l'armée joue son rôle. Et l'armée a tout à fait le droit d'interrompre un État où les institutions sont violées. C'est le cas au Gabon. Et je salue... non, ça m'engage que moi, mon colonel. Oui, non, c'est le contraire. Je salue le coup d'État au Gabon parce que, et là je vous rejoins, je continue à penser que le général Oligui Nguema a évité un bain de sang et il a anticipé. Il faut le féliciter pour ça. Il faudrait que je précise parce que ce serait le docteur colonel Badé. Professeur, je suis tout à fait d'accord avec vous. Oui. Quand je dis protection du territoire, la défense du territoire, la protection des personnes et des biens, la défense, la protection des institutions et de la personne qui les incarne. Voici les missions régaliennes de l'armée. Nous sommes tout à fait en accord là-dessus. Quand je parle du jeu de l'armée, c'est-à-dire que l'armée n'a pas à prendre le pouvoir et par la force, à faire de la politique, à diriger la politique. Et même dans le cadre de la protection des institutions, l'armée protège ces institutions de façon neutre, à ce qu'elles puissent continuer à jouer leur rôle. Qu'on s'entende, hein, sinon un militaire camerounais, officier qui plus est, ne le sait pas, c'est pas un militaire camerounais. Merci beaucoup.